Bonjour et encore merci d'être là. Peut-être pour commencer, ce que je voudrais déjà signaler, c'est que avec le Collège de France, nous avons regardé le programme et je pense que puisqu'il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont posé des questions au cours de mes cours et aussi du fait du séminaire qui aura lieu le 24 avril, décidé de supprimer la réunion du 8 mars pour que, si vous avez des questions, vous pouvez venir d'abord les envoyer au Collège de France et autrement venir les poser au cours du séminaire. Et on essaiera d'intégrer la partie questions, la partie relation avec les gens dans l'audience au cours du séminaire qui aura lieu le 24 avril. Autrement, je crois que ça aurait fait un peu double emploi entre le séminaire et les réunions du mois de mars. Donc, dans les premiers cours, pour résumer, dans les 2 premières heures de cours, j'avais décrit la façon avec laquelle on pouvait créer une société de biotechnologie et les fondations de la société. Dans les 2 heures suivantes, nous avions envisagé la façon dont on pouvait découvrir un nouveau médicament. Et lors du dernier cours, nous avons envisagé la façon dont on développe, au point de vue développement clinique, un produit, et aussi le modèle économique qui va permettre de transformer ce médicament en une véritable valeur ajoutée pour la société et aussi évidemment pour les patients. Et je voulais terminer absolument ce cours sur la biotechnologie, qui a été passionnant pour moi en tout cas, sur 2 aspects que je trouvais absolument importants. Ce sont 2 aspects qui sont rarement mentionnés, on peut dire même jamais mentionnés, dans tout ce qu'on voit écrit sur la biotechnologie. C'est l'aspect communication et l'aspect culture. Et je pense que ces aspects sont absolument essentiels à la survie d'une société et au fonctionnement d'une société. Et lorsque nous avions créé la société avec André Muller, qui était le premier chef financier, je me rappelle, nous étions donc 5 dans une grande pièce, vraiment avec juste des bureaux et un ordinateur à ce moment-là. Et à ce moment-là, notre chef financier nous avait dit ce qui est la valeur la plus importante dans une société, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le compte d'exploitation, qu'on ne retrouve pas dans les livres comptables, c'est la culture. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. On peut faire venir des gens, on peut engager des personnes, on ne peut pas acheter une culture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours réfléchi à cette phrase et j'ai essayé, en tant que président d'Actelion, mais surtout en tant que collaborateur et aussi, évidemment, chercheur à l'intérieur de cette société, j'ai essayé toujours d'intégrer cette notion de culture. Et après 10 ans, je pense que c'est intéressant de partager avec vous cette expérience et essayer de vous faire comprendre ce qui est si important pour une société et cette notion de culture. Avant, ce qui est très important aussi de se rendre compte, c'est que la communication, avant de parler de culture, est un élément essentiel au fonctionnement d'une société de biotechnologie. Et cette communication, pour la comprendre, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et ces intervenants sont soit extérieurs à la société, soit intérieurs à la société. En tant que société de biotechnologie, nous sommes obligés de communiquer avec, premièrement, les investisseurs qui ont investi dans cette société, parce que c'est une société publique, et donc, je ne sais pas ce qui se passe, donc qui a des investisseurs venant de tous les points de vue, soit de grands fonds financiers, soit de banques, soit des investisseurs privés. Donc nous devons communiquer avec eux les progrès de la société. Nous avons aussi des analystes financiers qui sont employés par les banques et qui sont là pour analyser les caractéristiques de la société. Nous devons communiquer évidemment avec le public,
qui posent des questions sur la sécurité de ce que nous faisons, sur l'importance des médicaments, sur nos employés, sur la création de la valeur dans la région. Nous devons communiquer avec les médecins, évidemment, avec les malades, avec leurs familles, et nous devons aussi communiquer avec les pouvoirs publics qui sont impliqués, soit dans les problèmes, par exemple, de remboursement des médicaments, mais qui sont aussi impliqués dans les notions de sécurité d'utilisation des médicaments. Ce qui est aussi très important, c'est de se rendre compte que cette communication, elle est aussi interne. L'information, elle doit aussi se faire vis-à-vis de nos employés et collaborateurs. Et cette information, cette communication, elle va être essentielle à la constitution, disons, à la formation de la culture à l'intérieur de la société. J'ai donc bien mentionné sur cette diapositive ou cette présentation la notion de communication externe et interne. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les sociétés, il y a une dissociation entre cette communication externe et cette communication interne. Bien souvent, dans les sociétés où j'ai travaillé, les gens, les collaborateurs étaient moins bien informés que les investisseurs, où ils étaient informés après les investisseurs, où ils étaient informés de façon différente. On disait quelque chose aux collaborateurs et on disait autre chose aux investisseurs. Et ça aboutit évidemment à une perte de la crédibilité. Alors, crédibilité, si c'est les investisseurs, ça peut être très, très grave. Si c'est les employés, je trouve que c'est au moins aussi grave. Donc, une façon de résoudre le problème de ces dissociations, c'est de faire ce que nous avons fait chez Actelion, c'est de mettre ces deux communications, la responsabilité de ces deux communications sous un même responsable, qui est responsable de toutes les communications, que ce soit aux investisseurs, au public. Les médecins, évidemment, ça représente plus du marketing, mais au moins au pouvoir public et à l'intérieur de la société. Alors, la première chose, c'est, je voudrais discuter des communications avec les investisseurs, parce que souvent, je crois que dans le public, on ne se rend pas compte des problèmes que pose cette communication. Donc, les gens qui ont décidé d'investir, d'acheter des actions d'Actelion, veulent savoir quels sont les progrès de la société. Ils veulent aussi savoir quels sont les risques de cette société, et c'est tout à fait leur droit. Et c'est aussi le devoir de la société de décrire ses progrès et aussi de décrire ses risques. Mais cette communication est très spécifique parce qu'évidemment, il y a des énormes sommes financières en jeu. Donc, ces communications sont régies par des textes légaux bien précis. Et puisqu'ils ont des conséquences financières très importantes, c'est quelque chose qui doit être parfaitement maîtrisé par la société, parfaitement mûri et vraiment réfléchi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où une société devient publique, elle doit être absolument transparente vis-à-vis de ses investisseurs. C'est-à-dire que si quelque chose devient matériel, ça veut dire matériel, c'est-à-dire qu'il peut changer, pour ces cas-là, qu'il peut changer la valeur de la société. Si quelque chose devient matériel, la société est obligée de décrire ce changement. Et cette transparence, c'est quelque chose que vous m'avez rendu compte, qui est quelque chose de difficile à apprécier. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est matériel? Est-ce qu'un effet secondaire chez un malade, c'est quelque chose qui va être matériel? Si cet effet secondaire est dramatique, il va entraîner, par exemple, le retrait du marché d'un produit, évidemment, c'est quelque chose de matériel qui doit être signalé. Mais si c'est un effet secondaire banal, qui est attendu, évidemment, il n'est pas matériel pour la société. Mais vous voyez bien donc qu'il y a une notion de jugement qui ne sont pas toujours évidents. Et beaucoup de problèmes récents avec certaines sociétés viennent du fait que ces problèmes, par exemple, n'ont pas été décrits aux investisseurs. Donc les gens continuent à investir dans la société sans savoir qu'un problème existe
évidemment, le problème devient public, les cours de la société s'effondrent et des gens ont été spoliés. Donc il faut absolument avoir une transparence, il faut essayer de décrire de façon un peu plus précise les conditions de la société. Évidemment, le problème va être aussi les problèmes de compétitivité vis-à-vis des autres sociétés. Donc il faut toujours essayer de décrire ce qu'il se passe à l'intérieur d'une société sans évidemment donner davantage aux sociétés compétitrices, parce qu'à ce moment-là, ce sont tous les investisseurs qui vont être spoliés si la valeur de la société diminue du fait qu'un secret a été révélé dans le domaine public. Il faut savoir que cette communication est essentielle parce qu'elle va conditionner la confiance des investisseurs. Ce qui fait la valeur d'une société sont évidemment les éléments intrinsèques, les caractéristiques de la société, mais la façon dont elle communique a autant d'importance. Si les investisseurs n'ont aucune confiance dans la communication de la société, ils ne vont pas investir dans la société, même si des médicaments intéressants semblent être découverts, parce qu'ils vont simplement se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces médicaments vraiment existent? Est-ce que ce qu'on nous dit est quelque chose de véridique? Donc, cette confiance, elle met du temps à exister, elle est très très importante, et il faut savoir qu'elle peut se perdre, on peut mettre 4 ans, 5 ans, 6 ans pour acquérir cette confiance, et elle peut se perdre en une journée. Si une seule fois, une société fait un communiqué de presse qui n'est pas véridique, si une fois une société va masquer un problème, cette confiance, elle peut se perdre du jour au lendemain. Donc il est absolument fondamental que chaque élément de communication qui se fait à l'intérieur d'une société est un élément mûrement réfléchi, et je vais essayer de montrer quelques exemples de la façon, par exemple, à l'intérieur d'Actelion, nous avons décidé d'adresser ce problème pour éviter une perte de confiance ou éviter de faire une erreur qui soit tout à fait même involontaire vis-à-vis de cette communication avec les investisseurs. Un des éléments que vous devez savoir, c'est que lorsque nous communiquons un élément matériel, cette communication, elle doit être simultanée à tous les investisseurs. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que, par exemple, des banquiers ou un fonds de pension, comme ça arrive souvent, demandent de visiter notre société, et nous révélons, au cours de cette visite, un élément qui n'a pas été révélé à tous les autres fonds de pension, à tous les autres investisseurs. Évidemment, ce fonds de pension peut décider d'investir ou peut décider de vendre si c'est un problème, et évidemment un avantage vis-à-vis de tous les autres investisseurs. C'est absolument illégal, et une société peut être condamnée de façon légale, peut même être enlevée du marché si elle a fait ce qu'on appelle une communication sélective vis-à-vis de certains investisseurs. Évidemment, ça s'applique encore plus aux collaborateurs à l'intérieur de la société qui ont cette information et qui ne doivent jamais se servir de cette information pour spéculer, ou pour acheter ou pour vendre des actions. Alors, quels sont les moyens de communication avec ces investisseurs? La façon évidemment la plus logique et disons la plus directe de communiquer, c'est la rédaction d'un communiqué de presse qui va être révélé avant l'ouverture de la bourse et qui va pouvoir être suivi par une conférence de presse où, à la suite de ce communiqué, les journalistes ou les analystes financiers ou tout le public peut poser des questions aux collaborateurs ou au management de la société. Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est ce qu'on appelle des roadshows, c'est-à-dire que 2 ou 3 personnes, en général c'est le chef financier, c'est moi-même, c'est avec le responsable de la communication, nous allons dans un laps de temps court pour éviter évidemment que la communication soit différente d'un jour à l'autre, parce qu'en quelques journées la communication peut changer ou l'information sur la société peut changer, et donc nous décidons de visiter toutes les capitales européennes, plus les grandes villes américaines où sont situés les grands fonds, c'est-à-dire New York, Boston, Denver, où il y a beaucoup, tous les fonds qui investissent dans la biotechnologie, beaucoup sont localisés à Denver, aussi San Francisco, Los Angeles.
et parfois Seattle. Donc, en une semaine, c'est toujours une épreuve de force, nous essayons d'essayer de visiter toutes ces villes, et dans chacune de ces villes, nous voyons les plus grands fonds financiers, comme les fonds comme Fidelity, comme FMS, comme Capital. Ce sont des fonds, il faut savoir que Fidelity gère autant d'argent qu'à peu près le budget de la France. Donc ce sont des fonds énormes, puisque toutes les pensions, puisque tous les retraités américains ou les employés américains donnent 10 ou 15% de leur salaire à ces fonds qui gèrent cet argent et qui gèrent cet argent en achetant des actions. Et donc, ça représente des sommes, évidemment, très importantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le roadshow. Il y a aussi, évidemment, un site Internet que vous pouvez voir où cette information va être immédiatement divulguée. Il y a un rapport annuel. Toute société doit faire tous les ans un rapport écrit sur non seulement les conditions financières de la société, mais ce qui s'est passé. Il y a évidemment un rapport tous les trimestres en Suisse. Tous les trimestres, nous devons donner les résultats du trimestre précédent et décrire les grands événements qui sont passés de la société. Et il y a certaines chaînes spécialisées de télévision, comme CNN, CNBC, Bloomberg, qui visent en particulier les informations financières. Et souvent, on est obligé de faire des interviews, ou on va faire des interviews à l'intérieur de ces sociétés de télévision. Deuxième communication, ce sont les analystes financiers. Alors, les analystes financiers, en général, sont des scientifiques ou des gens qui connaissent bien, disons, l'industrie. Et souvent, ça peut être des chercheurs qui ont décidé de quitter la recherche et qui vont être employés par des banques pour pouvoir analyser de façon précise les sociétés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, je vois des gens dans le public qui décident d'investir eux-mêmes leurs fonds. Et je dois dire que je suis toujours un petit peu surpris parce que lorsqu'on veut investir dans une société de biotechnologie, c'est toujours très difficile de comprendre. Et je leur recommande de se fier aux recommandations de ces analystes parce qu'il faut savoir que ces analystes ont comme travail l'analyse d'à peu près une dizaine. Pour chacun d'eux, ça représente à peu près une dizaine de sociétés. Donc, ils vont suivre jour par jour toute l'évolution de sa société. Donc, ce sont les seules personnes à pouvoir avoir une évaluation longitudinale, en fonction du temps de cette société. Ils vont comprendre ce qui se passe. Ils savent que dans un mois ou dans 2 mois, tel résultat est attendu. S'il y a du retard, ils savent que quelque chose va se passer. S'il n'y a pas de retard, ils sont contents. Donc, ils ont une vision au jour le jour de la société et ils ont le droit et ils ont leur devoir de téléphoner directement à la société pour poser des questions. Évidemment, on leur donnera l'information qui est publique. On ne peut pas donner une information sélective, je l'ai déjà dit, mais ils ont le droit à l'information et être certains qu'ils ont toute l'information sur la société. Donc, ces analystes vont, à l'intérieur de la banque, donner des recommandations aux fonds de pension qui vont acheter à ce moment-là des actions par l'intermédiaire des sociétés où ces analystes travaillent. C'est la façon dont ils sont rémunérés. Et ils vont faire des rapports précis qui sont souvent publics. La majorité de ces rapports sont publics, ils sont divulgués, et certains investisseurs attendent ces rapports ou à la vue de ces rapports vont décider de vendre ou d'acheter des actions. Donc la communication avec ces analystes est vraiment très importante. De façon légale, ces analystes doivent être coupés vis-à-vis du reste de la banque. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, mais il faut savoir qu'au moment de la bulle Internet, au moment de cette envolée spectaculaire et non justifiée de prix de certaines actions, on s'est rendu compte que ces analystes, en fait, avaient joué un rôle pervers parce qu'ils donnaient l'information directement aux investisseurs qui achetaient des actions de cette banque et ils faisaient monter de façon artificielle le prix de ces actions ou parfois ils donnaient une information, ils disaient à quelqu'un qui faisait responsable de la vente de ces actions, il disait dans 2 jours, je vais faire une analyse qui va recommander l'achat des actions de cette société.
Et des gens spéculaient en sachant que 2 jours après ce rapport allait sortir. Et évidemment, pendant 2 jours, avaient une information privilégiée, sélective, et pouvaient, de façon malhonnête, disons, spéculer sur cette action. Donc, de façon légale, ces analystes sont complètement indépendants à l'intérieur de la banque, bien qu'ils soient payés par cette banque. Donc, mais de façon légale, les banquiers n'ont pas accès aux analyses avant que tout le public soit informé. Donc, nous avons des contacts directs avec cette... je crois qu'il y a 20 analystes, ou 21 ou 22 analystes qui suivent, par exemple, Actelion. Donc, nous avons des contacts directs avec ces analyses. Il faut savoir aussi que ces banques peuvent organiser des conférences où plusieurs sociétés vont présenter leur société, ou plusieurs dirigeants vont présenter leur société. Et il faut savoir aussi que nous allons avoir, ça va se passer par exemple la semaine prochaine pour Actelion, des journées, une fois par an, nous présentons nos résultats annuels et nous présentons aussi la recherche qui est faite à Actelion, et tous les analystes sont invités, ainsi que tous les investisseurs, toutes les personnes désireuses de venir assister à cette journée. Voilà, ça c'est la communication financière. La communication avec le public, c'est évidemment quelque chose aussi très délicate. Il y a des grandes sensibilités aux problèmes de santé. Il faut savoir que, par définition, faire de la biotechnologie, ça peut consister à trouver des médicaments, donc à gagner de l'argent pour certains, avec, on peut dire, en utilisant la maladie des gens. Donc, a priori, il est très facile pour certains journalistes ou certains journaux de diaboliser toute entreprise de biotechnologie ou toute société d'industrie pharmaceutique, parce que c'est clair qu'un produit, lorsque on découvre un médicament anticancéreux, on peut aider les malades cancéreux, mais on va gagner de l'argent du fait d'une maladie. Cette vision simpliste, évidemment, des choses, c'est quelque chose qui doit être corrigé, et en permanence, toute société doit essayer d'expliquer les bénéfices que ces médicaments apportent aux malades. Évidemment, cette communication est régulée de façon légale très strictement, parce que les gouvernements, et on les comprend, ne veulent pas que, grâce à cette communication dans les journaux, une publicité qui peut être justifiée ou mensongère soit faite pour les médicaments. Il faut savoir qu'en Europe, en tout cas en France, il est interdit de faire de la publicité directe vis-à-vis du public pour des médicaments. Aux États-Unis, on peut ouvrir la télévision et la moitié ou le tiers des publicités sont des publicités faites pour certains médicaments. Certains médicaments, c'est très surprenant d'ouvrir CNN et de constater qu'on fait de la publicité pour des médicaments qui vont augmenter les globules rouges dans le sang, qui sont utilisés de façon très spécialisée par certains hôpitaux. Mais dans un cadre très précis qui est régulé par la FDA, il est possible aux États-Unis de faire de la publicité directement dans le public, essayer de toucher les malades par une voie directe. Le problème de la communication avec le public est aussi quelque chose qui est très, je veux dire, très spécifique et qui dépend des pays. Il est très intéressant de voir qu'aux États-Unis, les rapports des malades ou du public, et le rapport de ce public avec l'industrie pharmaceutique est très différent, par exemple, par rapport à ce qui se passe en France, du fait de ces programmes ou de ces publicités télévisées. Et je crois qu'un des grands problèmes de ces actions légales qui sont faites contre certaines industries, on a parlé du Vioxx parfois, vient du fait qu'il y a cette publicité publique. Car le public pense que si des sociétés ont le courage ou ont la volonté de faire une publicité directement sur la télévision, donc qui adresse tout le monde de public, et si un médicament qui a été, dont la publicité s'est faite de cette façon a un effet toxique, cette société est évidemment responsable et a vraiment trompé le public. Et je crois que pour moi, je suis
disons, je pense que cette publicité directe est quelque chose qui est très dangereuse et qui doit être contrôlée, en tout cas, de façon très stricte. Alors, il y a d'autres moyens de communication. Évidemment, le site Internet joue un rôle très, très important. Aujourd'hui, j'ai vu certains chiffres de 30 à 40%, et aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 50% des malades qui rentrent dans le cabinet d'un médecin ont déjà consulté Internet pour savoir quel est leur problème médical, même quel est le médicament qu'ils vont utiliser, comment ça marche. Donc, le site Internet est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Je peux vous dire que nous avons eu des problèmes avec, par exemple, la FDA, parce que notre site, nous sommes une société suisse, notre site est basé en Suisse, nous faisons un site Internet qui correspond aux lois suisses, et la FDA a essayé d'interférer en disant non, l'Internet, c'est quelque chose d'américain, donc tout ce qui doit être divulgué dans le monde doit être fait au standard américain. Donc nous avons été obligés maintenant d'avoir une question qui se pose avant, si on veut consulter notre site en disant est-ce que vous êtes américain ou est-ce que vous n'êtes pas américain. C'est évidemment, je trouve, assez hypocrite parce que tout le monde peut répondre ce qu'il veut, mais en tout cas, si vous êtes américain, on a adressé un autre site que si on n'est pas américain. Alors, il y a aussi d'autres moyens, évidemment, de communication avec le public, qui sont les conférences de presse, les interviews avec la télévision et les interviews sur la radio. Alors, les communications avec le corps médical, évidemment, c'est notre communication la plus importante. Il faut savoir qu'elle se fait intermédiaire de la force de vente, c'est-à-dire qu'il y a des représentants médicaux qui vont venir expliquer ce qu'est un médicament, et savoir que la biotechnologie, en général, s'adresse à des médicaments très nouveaux, très innovateurs, et donc il est absolument essentiel d'expliquer à ces médecins quel est le nouveau mécanisme d'action, quelle est la façon dont ce nouveau médicament agit. Il va aussi y avoir ce qu'on appelle certains scientifiques qui sont embauchés à l'intérieur de la société, qui vont répondre cette fois-ci aux questions qui ne vont pas sur place, mais tout médecin doit pouvoir téléphoner à Actelion France, doit pouvoir dire, mais votre Tracleer, comment est-ce qu'il agit, est-ce que je peux le donner en combinaison avec tel autre médicament. Donc nous devons avoir des scientifiques à l'intérieur de la société qui sont prêts à répondre à toutes ces questions et qui connaissent le sujet et qui connaissent parfaitement le problème scientifique et le problème technique. Et donc la formation de ces représentants médicaux, la formation de ces scientifiques est absolument essentielle. Et il faut savoir que si on décide de créer une force de vente, il faut en même temps déjà savoir comment on va enseigner à ces représentants, à ces personnes, comment on va pouvoir enseigner les problèmes scientifiques et techniques. Et en général, il y a une personne responsable de l'enseignement, de la formation, et qui, en permanence, dès qu'il y a un changement, par exemple, de l'indication médicale, va informer ses représentants médicaux. Et évidemment, ces représentants médicaux doivent avoir un support informatique qui est très important, parce que n'importe quelle information doit être transmise à ces représentants médicaux de façon la plus rapide possible. Il y a aussi ce qu'on appelle un marketing évidemment médical, c'est-à-dire qu'une façon de pouvoir enseigner aux médecins comment un nouveau médicament va agir, quel est un nouveau principe d'action. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le médicament est innovateur, plus le marketing médical est important. Donc, il y a une façon d'informer, c'est d'organiser certains symposiums ou congrès où nous allons pouvoir rassembler des spécialistes, par exemple, d'une maladie. Je vais donner un exemple. Il y a une semaine, nous avons organisé à Actelion un congrès qui était, je crois, le premier et le seul congrès qui existe sur une maladie qui s'appelle la sclérodermie, puisque cette maladie est abordée par beaucoup de spécialistes qui peuvent être dermatologues, cardiologues, qui peuvent être pneumologues, puisque cette maladie a des complications dans différents domaines. Mais pour la première fois, nous avons décidé d'organiser ce symposium où les cardiologues, les pneumologues, les dermatologues ont pu discuter
de la sclérodermie comme maladie et ont donc pu partager toutes leurs connaissances et intégrer au cours d'une journée scientifique toutes les données scientifiques concernant cette maladie. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est qu'une fois, le médicament accepté, enregistré, il est possible de suivre la façon dont ce médicament, la façon avec laquelle ce médicament va être utilisé dans la vie quotidienne. Et ce que nous avons fait en particulier chez Actelion, c'est d'essayer d'organiser ce qu'on appelle des études d'utilité, où on essaye d'envisager de voir si les médecins utilisent le médicament avec la bonne façon, s'ils prennent les précautions, de façon à pouvoir améliorer soit notre communication, ou aussi améliorer l'utilisation de notre produit. Donc ce marketing médical qui est quelque chose d'essentiel. Savoir qu'un médicament peut être le meilleur médicament. Si les médecins ne connaissent pas son existence, ils ne vont jamais le prescrire. S'ils l'utilisent mal, les effets ne seront pas bénéfiques, ne seront pas aussi complets que ce qu'on voudrait. Et s'il y a un effet secondaire et que cet effet secondaire n'est pas recherché, on peut avoir des catastrophes, parce qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité d'utilisation. Donc ça nécessite un grand travail. Ça nécessite un support local qui est dépendant de chaque pays, parce qu'évidemment, les gens doivent pouvoir parler la langue de façon à expliquer aux médecins, au public, l'information. Et ça doit être associé à un système de distribution et de pharmacovigilance, c'est-à-dire on essaye de noter tous les effets secondaires de ce produit de façon la plus précise possible. Voilà, donc ça c'était la description de tous les problèmes de communication à l'intérieur de la société. J'espère que je vous ai fait comprendre l'importance. On verra après la discussion sur la culture, on verra un petit peu quelques exemples concrets. Mais alors la culture, je l'ai dit, c'est quelque chose en biotechnologie qui va vraiment assurer le succès, ou qui va conditionner le succès ou l'échec d'une société. Si on pose une question à quelqu'un aujourd'hui à propos d'une société, alors on ne parle pas de la biotechnologie, on va prendre par exemple dans l'informatique, je crois que tout le monde, si on mentionne une société, on va dire Apple, tout le monde va avoir une vision instantanée de cette société. Et cette vision instantanée, de façon très intuitive, elle est vraiment dépendante de la culture de la société. Si on pense à Apple, on va penser à un design très moderne, on va penser à une différence avec tout le reste de l'industrie de l'informatique. Et si on étudie un petit peu la façon dont cette image est née, on se rend compte qu'elle est née grâce à une culture. Donc, il suffit d'avoir été à San Francisco il y a 15 ans ou 20 ans pour se rendre compte qu'Apple était la société différente de toutes les sociétés de l'électronique ou de l'informatique. À ce moment-là, c'était IBM. IBM, tout le monde arrivait avec un costume gris, une cravate rouge. On savait que c'était un employé d'IBM. Et à côté de ça, il y avait un employé en jean qui arrivait, c'était l'employé d'Apple. Donc, Apple a créé une culture, et cette culture s'est transmise dans les découvertes ou dans les produits de cette société. C'est exactement la même chose pour la biotechnologie. Il faut savoir que chaque société doit créer sa culture, et cette culture va conditionner la façon dont va fonctionner cette société. Et elle doit être vraiment contrôlée, elle doit vraiment être, j'ai mis imposer là, mais je crois que ce n'est pas tout à fait le terme, mais on doit, en tant que manager, vérifier que cette culture continue et qu'elle est même cultivée, on peut dire. Alors, comment se manifeste une culture à l'intérieur de la société ? Il faut savoir que la première chose, c'est les relations entre les personnes. Si vous allez à Actelion, vous verrez que tout le monde m'appelle par mon prénom, on s'appelle par le prénom, tout le monde va parler une langue, malheureusement c'est l'anglais. Et le premier jour, on a décidé que toutes les communications se feront en anglais. Il n'y aura pas au centre de Bâle une seule communication qui va se faire
en allemand ou en français. C'était l'anglais, puisque c'est la communication qui nous permet de communiquer le plus facilement à l'intérieur des points de vue recherche et aussi avec les autorités de santé, puisque les autorités européennes ou les autorités américaines communiquent en anglais. Donc, la façon dont tous les jours nous interagissons va conditionner la culture. L'organigramme. Est-ce que nous avons fait un organigramme qui correspond à une armée mexicaine avec 30 niveaux de hiérarchie ou un organigramme le plus plat possible de façon à avoir une communication la plus directe possible? La notion de vision et de mission de la société. En tant que responsable ou président d'une société, je peux m'adresser de deux façons aux employés en disant, écoutez, le but de l'année prochaine, par exemple, ça va être d'augmenter notre profit de 1%. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les sociétés automobiles, lorsqu'on demande à certains présidents, voilà, leur but l'année prochaine, c'est d'améliorer la rentabilité de la société de 0,5% ou d'1%. Évidemment, ça va motiver aucun chercheur, aucun employé d'une société de biotechnologie. Donc, il faut très clairement... Et je crois que c'est le but de la société. Le but de la société, par exemple, d'Actelion, c'est d'innover, c'est de trouver de nouveaux médicaments et c'est d'aider les patients à traiter à vivre mieux ou à vivre plus longtemps. Donc nous avons une définition, une vision claire de notre mission. La notion de salaire, c'est évidemment très important. Lorsque vous créez, je l'avais dit, lorsque l'on crée une société de biotechnologie, un problème évident qui peut exister, c'est s'il y a une disparité absolument anormale entre les salaires des employés. Et une bonne façon de résoudre ces problèmes, c'est d'avoir une politique très équilibrée des salaires et de ne pas avoir des différences qui sont absolument énormes et injustifiées entre des gens qui ont des fonctions très proches. Le fonctionnement quotidien. Il faut savoir que tout est important pour créer une culture. Par exemple, l'aménagement d'une société peut être fait de façon différente. Il y a certaines sociétés où, lorsque l'on rentre, les murs sont gris, le sol est blanc, on a toujours l'impression qu'on est dans une banque. Parce que les banques ne veulent pas se différencier. On ne voit pas une banque avec du rouge, du jaune, parce que les gens n'auraient pas confiance pour investir leur argent. Mais par contre, dans une société de biotechnologie, il faut essayer de créer un environnement qui va être propice à la réflexion, à l'innovation. Et une façon dont l'innovation se fait, c'est lorsque des gens sont autour d'une table, prennent un café et discutent ensemble, et tout d'un coup, quelqu'un va donner un résultat. Oui, tiens, j'ai observé que telle cellule se comporte d'une façon bizarre. À ce moment-là, l'autre chercheur va dire, bah oui, mais moi j'ai observé la même chose avec tel autre produit, et à ce moment-là, une découverte va pouvoir se faire. Donc la communication à l'intérieur de la société est essentielle, c'est la raison pour laquelle une des premières choses que nous avons fait en créant Actelion, c'est ce que j'avais appelé, moi, créer un espèce de café du commerce, c'est-à-dire qu'il y avait dès l'entrée, d'un côté des livres ou des journaux scientifiques, et de l'autre côté des tables et des machines à café, où les gens pouvaient prendre un café en lisant leur revue scientifique, en pouvant discuter. Et immédiatement, en rentrant dans nos bureaux, on se rendait compte que quelque chose passait. Tout le monde passait à travers ce que j'ai appelé le café du commerce, et ça créait un lieu de rencontre et un lieu de réflexion. Donc, la façon dont on fonctionne, de savoir si par exemple, les gens peuvent boire de façon gratuite des cafés ou des jus de fruits, etc., va conditionner le fonctionnement de la société. La façon dont, évidemment, on communique aux employés, l'information est évidemment essentielle, j'en ai mentionné avant, et le choix des employés. Il faut savoir que si quelqu'un ne correspond pas à la culture, même s'il peut être prix Nobel, même si c'est le meilleur chercheur au monde, il ne faut pas l'employer. Parce qu'aucune découverte dans la biotechnologie n'est une découverte qui se fait tout seul. C'est toujours quelque chose qui se fait en groupe. Et même si un produit est découvert, après, il faut le développer. Donc, il ne faut jamais employer deux personnalités qui vont casser cette culture. Et de temps en temps, il faut faire un sacrifice et peut-être de ne pas employer quelqu'un qui peut être brillant sur le plan scientifique, mais qui ne va pas correspondre à cette culture. Alors, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est aussi de créer une culture artificielle. Il ne faut pas obliger, si quelqu'un veut venir en jean, il peut venir en jean, il ne faut pas obliger tout le monde à porter un jean, c'est clair.
Ce qu'il faut aussi éviter, c'est que le conseil d'administration, qui va en fait surveiller, va contrôler le fonctionnement de sa société, va représenter donc les investisseurs à l'intérieur de la société, que ce conseil d'administration soit en désaccord avec la culture de la société. Il pense que cette culture n'est pas la bonne culture. Il faut être absolument certain que cette culture est alignée de A à Z à l'intérieur de la société. Ce qu'il faut absolument éviter, et je l'ai mentionné, ce sont les exceptions. Les exceptions culturelles sont quelque chose qui peuvent être absolument néfastes. C'est-à-dire que si on a décidé que les gens se comportaient de façon, j'ai parlé de ne pas avoir de gens avec un ego démesuré, si on n'accepte qu'une seule personne fasse exception et ne se comporte pas comme les autres, toute la culture peut être menacée. Il faut aussi éviter ce que j'appelle une culture écrite, c'est-à-dire qu'on rentre dans la société, on voit devant les 10 visions les plus importantes, c'est un grand tableau avec les visions de la société. Dans toute société américaine, la première chose sur laquelle on tombe quand on rentre dans un bâtiment, ce sont les visions de la société. Par exemple, aider les patients, etc. Et on se rend compte qu'à l'intérieur de la société, rien n'est fait pour appliquer cette vision. Donc il faut absolument, si on décide d'avoir une vision, l'appliquer et montrer à tout le monde que c'est une véritable culture, que c'est une culture vécue. Alors quels sont les éléments dangereux pour la culture? Alors j'ai signalé les employés avec un ego démesuré. Ça, c'est quelque chose d'absolument critique pour une société. Et c'est très important dans la biotechnologie parce que souvent, nous avons des scientifiques, des gens qui ont, souvent, lorsqu'on veut être chercheur, c'est qu'on veut être en premier, on veut découvrir quelque chose, on veut savoir quelque chose que les autres personnes ne savent pas, ou ne sachent pas. Donc, il faut absolument différencier la notion, ce que j'appelle de compétitivité scientifique, est quelque chose que justifié, normal. Tout chercheur devrait vouloir être toujours en premier, c'est normal, avec un problème d'ego. En fait, on se rend compte, je vais parler de prix Nobel, enfin, lorsque l'on voit les grands scientifiques, en général, sont modestes, parce qu'ils ont tellement été confrontés à des problèmes, ils ont tellement se rendu compte que beaucoup de leurs idées ne sont pas été vérifiées par les faits, ils ont fait tous beaucoup d'erreurs, donc en général, ils sont modestes et pas arrogants, mais surtout, certains mauvais scientifiques peuvent avoir un ego démesuré. Ce qu'il faut éviter, c'est la politique à l'intérieur de la société. Lorsque quelqu'un vient dans mon bureau et je vois qu'il veut obtenir quelque chose, pas par ses accomplissements, pas par son travail, mais avec une notion de politique, je sais immédiatement que cette personne n'a rien à faire dans la société. Je disais toujours, je pensais qu'il fallait organiser chaque année une journée de chasse aux politiciens à l'intérieur de la société, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut tuer une société. Il faut que des gens qui travaillent dans une entreprise de biotechnologie soient là avec une vision de trouver des médicaments, ils n'ont que ça à penser. S'ils sont là pour faire une carrière, ils n'ont rien à faire dans cette société. Si leur but, c'est de faire carrière, ce n'est vraiment pas la motivation qui peut, sur une cour de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui peut les amener à vraiment faire une découverte. Les gens paresseux, ça c'est vraiment pire, parce que c'est vraiment... dans une société, quand quelqu'un commence à ne pas travailler, bon, ce n'est pas très important pour la personne. Bon, si un technicien est paresseux, bon, il ne travaille pas, son travail n'est pas fait. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tout le monde autour voit que cette personne arrive à survivre dans l'environnement sans travailler. Ça, c'est quelque chose qu'il faut détecter et il faut vraiment éviter autant que ça soit possible. La notion de monoculture est évidemment très dangereuse. Il ne faut pas... je pense qu'une société, par exemple, si c'est franco-français, ce n'est pas très bon. Si c'est helvético-suisse, ce n'est pas mieux. Si une société est très américaine, et l'avantage dans la biotechnologie, c'est de pouvoir mélanger différentes cultures, parce que ça amène beaucoup de différentes visions des problèmes, et c'est ce que je crois que c'est une grande chance pour la France, pour la France ou pour l'Europe, je veux dire, d'avoir cette possibilité d'avoir beaucoup de pays à proximité. L'orientation vers l'argent, c'est évidemment quelque chose qui paraît banal, mais c'est une véritable plaie dans certaines sociétés.
car ça peut entraîner évidemment des dérives tout à fait néfastes. Et puis, ce que je trouve aussi très dangereux, c'est le pessimisme. Parce qu'il faut savoir, j'ai essayé de décrire combien c'est difficile de faire un projet de recherche. Il faut 10 ans pour découvrir un nouveau produit. Donc, ces gens qui sont en permanence voient noir, ne voient que les problèmes, voient les verres d'eau à moitié vides, et peuvent vraiment entraîner au bout de plusieurs années une paralysie de la société. Donc il faut quand même des gens qui aient un certain optimisme et une vision positive de ce qui va se passer. Donc c'est clair qu'en tant que manager d'une société, il faut encourager ce goût du travail, cette notion d'innovation. La qualité scientifique est quelque chose d'absolument indispensable, évidemment. L'esprit d'équipe, l'enthousiasme. Et souvent, c'est quelque chose qu'on hésite à écrire parce que les gens pensent souvent, je ne sais pas pourquoi, mais le plaisir au travail, c'est quelque chose d'absolument indispensable. On doit venir travailler dans une société de technologie pour avoir un certain plaisir. C'est ce que l'on fait tous les jours doit vous intéresser. Donc, cette culture, évidemment, elle doit être préservée par le management, par les notions de communication, et surtout, c'est l'exemple qui doit être donné. Je pense que tout le monde regarde dans une société qu'est-ce que le président de la société, comment il se comporte. Et je suis de toute façon assez atterré de voir certains comportements de nos politiciens. Je citerai ni de nom ni de pays, mais il est clair que si le président d'un pays voyage avec des conditions luxueuses, tout le monde va se dire pourquoi pas moi. Dans une société de biotechnologie, c'est la même chose. Si le président décide d'utiliser l'argent de la société à ses fins personnelles, tout le monde va dire mais pourquoi pas moi? Donc le management par l'exemple, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que par exemple tous les jours, lorsque j'arrive au parking d'Actelion avec ma voiture, je n'ai pas de place réservée, il n'y a pas une place réservée, écrire président, directeur général, chef financier, etc. Le premier, si un employé décide de venir travailler à 6 heures du matin, il est là le plus tôt possible à la société, c'est normal qu'il ait la meilleure place, le plus près de l'ascenseur. Il n'y a absolument pas, il a été là le premier, il a fait cet effort. Si moi j'arrive après les autres, ben, j'aurai la plus mauvaise place, si ça doit être la plus mauvaise place. Et c'est quelque chose qui paraît un détail, mais tous ces détails, c'est ça qui fait la culture d'une société. Voilà, donc je voulais vous montrer, avant de faire une première intervention, quelques exemples précis de la façon dont la communication et la culture peut être importante et combien nous devons être rigoureux pour préserver cette culture et pour préserver la confiance avec la communication. Alors, attendez, excusez-moi, je dois changer de fichier. Voilà, alors ça c'est par exemple lorsque j'ai mentionné la notion de communication interne. Ce qu'il est absolument indispensable, c'est que cette communication, elle soit transmise à tous les employés d'une société. La personne qui est à l'entrée, qui s'occupe de la réception du courrier, de la réception des gens qui viennent à l'intérieur de la société, doit savoir quelle est la vision de la société, quelle est la stratégie de la société. Là, j'ai sorti un exemple d'une je crois, des dizaines, on a à peu près 10 slides, enfin 10 pages qui nous décrivent la vision de la société et cette culture. Et cette vision, elle est transmise à tous les employés de la société. Et voilà, par exemple, les 4 points qui explique la stratégie d'Actelion à tous les employés. Et j'essaye de vérifier que si la personne qui s'occupe de la réception en France a eu connaissance de cette vision, et c'est la même chose dans tous les pays. Alors voilà, les 4 principes stratégiques d'Actelion, c'est premièrement
nous sommes une société qui est basée sur l'innovation et nous allons suivre l'innovation partout où elle va. C'est-à-dire que ce qui va conduire, ce qui va être l'élément moteur d'Actelion, c'est l'innovation. Si nous découvrons un produit qui va être actif pour le sommeil, nous suivrons l'innovation dans le sommeil. Nous n'avons pas décidé que c'est le marketing qui va définir nos besoins, c'est l'innovation qui est là en premier et le marketing va s'adapter à l'innovation. Et non pas comme toutes les grandes sociétés veulent le faire, c'est que l'innovation doit s'adapter au marketing. Parce qu'en une découverte, on ne peut pas dire à quelqu'un « vous allez découvrir ça ou ça ». On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, l'innovation est l'élément moteur. Ça, c'est le principe numéro 1. Deuxième chose, c'est que nous allons, à l'intérieur d'Actelion, retenir la valeur qui est créée par cette innovation. Nous avons donc décidé si nous avons un produit innovatif, nous avons le développé nous-mêmes, garder ce développement à l'intérieur de la société. Nous allons faire le marketing nous-mêmes ou avec on peut toujours avoir un partenaire, mais nous allons donc de cette innovation, grâce à l'éducation, grâce au marketing, en faire une véritable valeur pour la société. Troisième chose, c'est que nous allons balancer cet aspect innovatif avec une excellence, c'est-à-dire que nous avons la même qualité en innovation avec une qualité en vente et au point de vue marketing. Donc, ce n'est pas une société uniquement de chercheurs, nous voulons avoir une société où il y a des chercheurs et aussi des gens qui s'occupent des ventes et du marketing. Et la quatrième chose, c'est que nous avons décidé de rester indépendants, de retenir notre culture, ce que j'ai mentionné, et de retenir nos valeurs intrinsèques et de ne pas dériver vers une société qui aurait des valeurs complètement différentes. Et nous n'avons pas non plus décidé de faire un coût financier et dès que la société a une valeur importante, de se vendre au meilleur offrant. Non, nous avons décidé de rester indépendants. Voilà, en 4 éléments, tout employé d'Actelion doit comprendre quelle est notre vision de la société. Et ça, c'est quelque chose qui doit être partagé par tout le monde. Par exemple, l'année dernière, je crois, j'ai visité 20 différents pays et différentes filiales de façon à communiquer directement, si possible, avec tous les employés d'Actelion. Alors, j'ai demandé aux responsables de communication quelles ont été ces activités. L'année dernière, vis-à-vis de l'extérieur, là je parle plus de la communication intérieure. Alors, nous avons fait, une journée où nous allons présenter, où avec les analystes ont été invités, où nous allons présenter les résultats annuels. Nous avons fait 4 communiqués de presse qui ont décrit les résultats financiers, c'est-à-dire les résultats annuels et chaque trimestre. Nous avons fait 11 communiqués de presse correspondant à certaines activités, découvertes, résultats des essais cliniques, quelque chose de spécifique qui s'est passé. Nous avons participé à 19, alors ce n'est pas moi personnellement parce que j'en participe à une seule réunion par an, mais il y a eu 19 présentations à des symposiums ou congrès organisés par des banques, où nous avons donc pu communiquer avec les investisseurs, et nous avons fait plus de 2000 réunions, ce qu'on appelle one-on-one, c'est-à-dire où nous avons directement communiqué, ça se passe dans un investisseur ou un fonds financier va demander à avoir une entrevue avec les responsables d'Actelion et nous les recevons au cours ça peut être au cours d'un séminaire ou ils peuvent venir en Suisse. Donc nous avons fait plus de 2000 de ces réunions où nous avons communiqué avec ces investisseurs. Et voilà, je voulais vous montrer, je vous ai expliqué combien c'est important de communiquer et de ne pas faire d'erreurs. Parce que, je l'ai dit, en une minute, on peut vraiment perdre cette confiance. Alors, pour arriver à ne pas faire d'erreur, pour arriver à avoir une qualité de cette communication, j'ai demandé aux responsables de la communication de me passer, de pouvoir vous montrer, disons, comment nous avons établi le processus qui nous permet de faire des communiqués de presse de qualité, d'éviter les erreurs. Et je vais vous passer à travers tout le processus, exactement comment ce processus se passe à Actelion, pour rédiger un seul communiqué de presse. Vous avez vu, il y en a eu 11, 15 l'année dernière.
Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, vous voyez que nous avons une feuille, ça c'est un peu le checklist, comme en aviation, de tout ce que les activités qui vont être nécessaires à la réalisation d'un communiqué de presse. Alors, le premier élément, c'est évidemment le sujet. Je vais vous montrer après un communiqué de presse. Ça peut être le résultat d'une étude clinique importante. Alors, on décide évidemment de savoir à quel moment nous allons faire ce communiqué de presse. Évidemment, il doit être fait avant l'ouverture de la bourse. Il doit être fait, en général, on essaye d'analyser une étude pendant un week-end, de façon à, puisque aucun achat ou vente d'actions peut se faire pendant le week-end. Donc, si on fait ce communiqué de presse le lundi, par exemple, on a tout le week-end pour pouvoir travailler. Alors, une personne va être nommée responsable de ce communiqué de presse, en général le chef de la communication, Roland Effely. Alors, le premier, savoir, c'est qui va être responsable, si c'est un essai clinique, de la rédaction de ce communiqué de presse. Est-ce que ça va être la personne responsable de communication ou ça va être le clinicien qui a fait ses études cliniques? Donc, il faut décider de la personne responsable. Après, évidemment, il va falloir avoir une coordination parce que ce communiqué de presse, il va être transmis aux sociétés, à l'agence France Presse, il va falloir être distribué. Donc, il faut quelqu'un qui commence à envisager la façon dont on va distribuer cette communiqué de presse. Puisque cette distribution doit être simultanée à toutes les agences de presse, aux éléments financiers, aux analystes, il faut un support informatique. Parce qu'on a déjà eu des exemples où on appuie sur le bouton, on pense que tout le monde reçoit ce communiqué de presse et on se rend compte que seuls 10% des gens à qui on veut envoyer ce communiqué de presse reçoivent parce qu'il y a des problèmes informatiques, des firewalls qui empêchent par exemple que tel ou tel communiqué aille à l'entrée d'une banque. Donc il faut avoir un support informatique, des gens qui vont être là pour vérifier que cette distribution va se faire correctement. Il va falloir avoir une revue à l'intérieur de la société de tous les gens qui sont impliqués par exemple, dans cette découverte clinique. Il ne faut pas que ce soit le responsable de la communication qui rédige ces résultats d'études cliniques et alors il fait un communiqué de presse et le lendemain, le clinicien ou le chef de la recherche clinique va dire « mais ce n'est pas du tout vrai ce qu'on dit, les résultats ne correspondent pas à la réalité ». Il faut que ça soit vérifié. Alors si quelqu'un s'occupe, si c'est un clinique, ça va être le responsable de la clinique va être impliqué, mais ça va être le statisticien, ça va être la personne de la production, parce que si on a un problème de production et que le produit ne va pas pouvoir être mis sur le marché 2 mois avant 2 ans parce qu'il ne peut pas être produit. Donc, toutes les personnes impliquées doivent pouvoir avoir accès à ce document. Donc, il va falloir que lorsque cette communiqué de presse va arriver, le lendemain, enfin même 1 minute après, le téléphone commence à sonner. Il y a plusieurs centaines de coups de téléphone, de gens qui vont poser des questions, parce que tout n'est pas clair dans ce communiqué de presse. Donc il faut avoir une vision, pouvoir répondre à ces questions de façon coordonnée. Donc il ne suffit pas de rédiger un communiqué de presse, il faut rédiger des dossiers, il faut savoir ce qu'on va répondre à toutes les questions qui vont correspondre à ce communiqué de presse. C'est-à-dire que nous avons un document, ça représente en général pour un communiqué de presse 1 millier de pages, avec toutes les éléments qui vont nous permettre, de façon coordonnée, à répondre à ces questions. En général, ce qui va aussi se passer, c'est qu'après ce communiqué de presse, dans l'après-midi qui suit, 3 ou 4 heures après, nous organisons sur Internet une réunion qui va répondre à ces questions. Ce sont ce qu'on appelle des webcasts, c'est-à-dire que les 60 ou 70 investisseurs intéressés, ça peut être une centaine de personnes, vont poser en direct, par téléphone, des questions. Et ces questions et les gens impliqués, par exemple ici, si c'est une étude clinique, ça va être le chef de la recherche clinique, va répondre aux questions. Donc non seulement il faut faire un communiqué de presse, il faut organiser ce webcast. Ce communiqué de presse doit être de façon légale en Suisse traduit en allemand. Donc il faut un traducteur, il faut évidemment que cette traduction, elle soit juste. Parce que si on fait une erreur de traduction, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc ici, on voit quelle est la société qui va faire la traduction. Donc la distribution, je l'ai dit, il y a des organismes spécialisés qui permettent cette distribution instantanée à tous les éléments. Et il faut évidemment, ici, on a déterminé, il faut savoir qui va pouvoir répondre aux questions, qui sont les gens qui doivent être disponibles ce jour-là pour pouvoir répondre aux questions.
puisque c'est quelque chose qui va être public, il faut savoir que l'AFDA ou les autorités européennes d'enregistrement médical ont accès à ce document, et il est donc absolument indispensable de ne rien écrire dans ce document qui pourrait être, par exemple, de la publicité pour un produit, et qui pourrait donc être quelque chose qui va entraîner des problèmes avec les autorités d'enregistrement. Donc il faut que les gens responsables des relations avec les sociétés d'enregistrement aient accès à ce document et puissent nous dire « écoutez, il ne faut pas écrire ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'écrire, par exemple ». Il faut que l'avocat qui est responsable de la société puisse vérifier que nous n'avons rien fait ou rien décrit qui soit, par exemple, qui puisse empêcher l'obtention d'un brevet, parce que vous savez que dès qu'une notion est publique, il n'est plus brevetable, donc il faut absolument être certain que nous n'avons rien communiqué qui soit quelque chose qui doive rester confidentiel. Il faut que les gens qui soient responsables du produit, par exemple localement dans les pays, soient d'accord avec ce que l'on écrit, et que si par exemple ce produit est développé en partenariat avec une société, que ça puisse être Merck et Roche, il faut les informer et il faut être certain que Merck ou Roche soient aussi d'accord avec ce que l'on dit. Donc il faut que, évidemment, puisque nous ne sommes pas tous courants en anglais, il faut que quelqu'un dont la langue maternelle soit en anglais vérifie que ce press release soit exact. Et il faut que les membres du conseil d'administration soient évidemment informés, si c'est quelque chose de très important ou qui les implique, de ce communiqué de presse. Voilà. Donc si tout ça est fait, à ce moment-là, nous pouvons faire un communiqué de presse. Voilà un peu le processus, et je vous montre la complexité de la communication à l'intérieur d'une société. Voilà, finalement, ça c'était ce qu'on avait fait pour un communiqué de presse. Je peux vous citer quelques exemples. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait, je crois, il y a une semaine, où nous avons communiqué le fait que l'orexine récepteur antagoniste, l'antagoniste que j'ai décrit, qui a été découvert par Actelion, est un élément qui améliore ou qui prolonge le sommeil chez les malades insomniaques. Et je peux vous dire que pour rédiger ce communiqué, je crois que ça a pris une bonne semaine et de préparation. Il faut savoir qu'il faut être aussi certain que nous allons donner l'information, mais que les compétiteurs ne vont pas pouvoir bénéficier de façon trop évidente de cette information. Par exemple, vous ne trouverez jamais la dose de médicaments utilisés, parce que la dose, c'est quelque chose qui ne va pas changer le problème pour les investisseurs. Donc, s'ils ne connaissent pas la dose, c'est important. Mais pour un compétiteur, de savoir quelle est la dose active d'un produit, c'est un élément qui va évidemment les aider. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons pas communiqué. Il est aussi important de savoir que ces résultats vont être communiqués dans un journal scientifique, ça peut être le New England Journal of Medicine, Lancet, et qu'on n'a pas le droit de révéler trop de détails, car le journal, après, n'accepterait pas de publier ces résultats. Voilà, donc simplement vous montrer combien il est délicat de communiquer, et c'est quelque chose qu'on doit faire très sérieusement, et c'est la raison pour laquelle je recommande à toutes les personnes impliquées dans la biotechnologie de s'adresser à des vrais professionnels pour les aider à communiquer et pour être responsable de toute cette communication. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la communication et la culture dans la biotechnologie. Merci.